On accueille sur ce plateau à 8h34 ce matin Patrick Stefanini, qui est le représentant spécial du ministre de l'Intérieur pour l'immigration. Merci d'être avec nous ce matin dans le 6-9. Le ministre de l'Intérieur était un invité exceptionnel hier soir d'LCI. Il répondait aux questions des Français. Hier soir, plusieurs thèmes ont été abordés, notamment celui de la question du droit du sol qui a été évidemment posée. La proposition de loi pour le restreindre à Mayotte a été adoptée hier dans la journée à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est dit également favorable pour l'étendre sur tout le territoire français. Quand on voit le débat houleux à l'Assemblée pour Mayotte, est-ce que vous pensez que c'est envisageable aujourd'hui, Patrick Stefanini ? D'abord, je voudrais vous dire que j'ai trouvé l'émission passionnante parce que vous aviez constitué un échantillon qui reflétait bien ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation de la société française. Il y avait des sensibilités extrêmement diverses, y compris au sein de la communauté musulmane, et il y avait en même temps, à travers tous ces discours individuels, une forme, j'ai trouvé, d'aspiration à retrouver l'unité de la société française, à retrouver la cohérence de la société française. Et j'ai estimé pour ma part que Bruno Retailleau était, solide sur ses appuis et qu'il incarnait une forme de cohérence parce qu'il a rappelé des grands principes autour desquels doit se constituer la cohérence de la société française. Alors, sur la question du droit du sol, comme vous le savez, la révision du droit du sol à Mayotte, elle a été entreprise il y a maintenant plus de 6 ans, en 2018, par un sénateur de la majorité présidentielle, mais avec un texte qui s'est avéré insuffisant. Donc hier a été voté à l'Assemblée nationale un texte qui va plus loin, qu'on pourrait imaginer d'étendre à la Guyane, puisque la Guyane fait face au même type de phénomène migratoire que Mayotte. Après, le ministre de l'Intérieur s'est déclaré hier favorable à une adaptation du droit du sol sur l'ensemble du territoire national. Et il a rappelé notamment, ça a été le cas à un moment dans la législation française, que pour devenir français, il faut en faire la demande. Ça n'est pas le cas dans la législation actuelle, puisque vous savez que les enfants nés en France de parents étrangers, ils deviennent automatiquement français à l'âge de 18 ans, sans qu'ils aient à formuler de demande particulière. Donc c'est ce qu'a voulu dire Bruno Retailleau. J'ajoute qu'on pourrait même aller plus loin. On pourrait imaginer de généraliser la condition d'assimilation. Vous savez que cette condition existe pour la naturalisation. Elle existe aussi pour les personnes étrangères qui épousent un Français et qui deviennent Français par ce qu'on appelle une déclaration. Dans les deux cas, on vérifie l'assimilation des intéressés. Revenir juste sur le droit du sol, pardon pour... Oui, là-dessus. Est-ce que vous pensez que le droit du sol va empêcher les femmes comoriennes de venir accoucher à la maternité de Mamoudzou ou celle d'Albina, de l'autre côté du Maroni, au Suriname, de venir accoucher à Saint-Laurent-du-Maroni? Elles viennent parce qu'il y a une offre hospitalière, tout simplement, qui n'existe pas chez elles. En quoi le droit du sol modifiera cette réalité-là ? Alors, dans la vie, il faut marcher sur 2 jambes. Et donc, je ne disconviens pas de ce que si les Comores disposaient d'un établissement hospitalier digne de ce nom, on aurait sans doute moins de Comoriens qui tenteraient de venir à Mayotte parce que les conditions de soins y sont bien meilleures. Bien sûr. Je vous donne le point. Mais il ne faut pas être naïf non plus. Il ne faut pas être naïf. La circonstance que la mère d'un enfant né à Mayotte et qui donc sait qu'il deviendra français automatiquement à l'âge de 18 ans, puisse être considérée comme la mère d'un enfant français et à partir de ce moment-là obtenir des papiers, constitue également une puissante incitation à l'immigration. C'est la même chose en Guyane et c'est cela qu'il faut casser et c'est ce que l'Assemblée nationale a fait hier soir. Alors là, vous parlez de 2 territoires qui ont des caractéristiques très particulières. Vous êtes l'un des grands spécialistes de l'immigration en France. Changer le droit du sol sur le sol métropolitain, ça changerait quoi ? Ça introduirait de la cohérence dans la procédure d'acquisition de la nationalité française. C'est pas banal que de devenir français quand on est étranger. Non. Et si vous faites référence à des pays comme les États-Unis ou le Canada, dans ces pays, l'accession à la nationalité française, elle passe par des cérémonies très solennelles, avec une prestation de serment des intéressés. Moi, j'ai assisté à une de ces cérémonies, par exemple, au Canada. Pas pour ceux qui naissent, pas pour ceux qui naissent sur le sol américain. Je dis pas qu'il faut transposer cela purement et simplement en France, mais l'idée qu'il faille, par exemple, soumettre l'acquisition de la nationalité à une demande des intéressés, que ça ne soit pas
automatique. Oui. C'est une idée, me semble-t-il, qui est de bon sens, et je rappelle que ça a été, à un moment donné, la loi de la France. Patrick Stefanini, juste sur le référendum, j'aimerais en parler également avec vous. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est dit favorable au débat national sur le droit du sol. Le ministre de l'Intérieur également a même évoqué l'idée d'un référendum. La Constitution ne permet pas un référendum à l'heure où l'on se parle sur le droit du sol. Alors, d'abord, en tant que tel. Comme vous le savez, pour modifier notre Constitution, il y a deux voies. Il y a la voie de l'article 11, qui est limitée aux réformes économiques ou sociales. Et alors, on pourrait imaginer, et Bruno Retailleau l'a rappelé hier, on pourrait imaginer un référendum par le biais de l'article 11 sur la question de l'accès des ressortissants étrangers aux prestations sociales. On pourrait l'imaginer. Ça n'est pas indispensable, mais on pourrait l'imaginer. Toutes les prestations sociales, l'ensemble des prestations sociales. En tout cas, au minimum, ce qu'on appelle, mais le débat devient très technique, non contributives, des prestations non contributives, puisque lorsqu'un étranger est au chômage, mais qu'il a cotisé, c'est ça, il y a droit. Il y a une assurance qu'il a payée, il y a droit. Donc la question de subordonner l'accès aux prestations sociales à une certaine durée de résidence régulière en France se pose pour les prestations non contributives. Mais il y a une deuxième voie de modification de la Constitution. Alors, M. Retailleau n'a pas eu le temps hier de l'évoquer, c'est l'article 89 qui suppose un vote dans des termes identiques dans les deux assemblées d'un projet qui peut ensuite soit être adopté par le Congrès à la majorité des 3/5, soit proposé au référendum. Et on pourrait imaginer, par exemple, que la mise en place d'une politique de quotas se fasse par le biais de l'article 89. Mais, encore une fois, nous sommes dans un contexte bien particulier. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc il ne faut pas rêver. On va pas bouleverser le droit de l'immigration dans les 2 années qui viennent. Ça, je suis tenté de dire que ça sera la question de l'élection présidentielle en 2027. Mais Bruno Retailleau est à la tâche pour apporter des modifications précises sur certains points. Et hier, il l'a dit dans votre émission, il a fait allusion au fait que nous avons besoin de renforcer notre législation et que ça peut se faire par l'intermédiaire, par exemple, de propositions de loi. Et comme vous le savez, il y a plusieurs propositions de loi qui sont actuellement déposées sur des sujets migratoires. Sur ce sujet-là, est-ce que vous avez le sentiment d'un ministre de l'Intérieur empêché justement par le droit, On se souvient, il avait parlé d'état de droit et qui n'était pas sacré. C'est ce qu'il avait dit en arrivant place Beauvau. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que de toute façon, à droit constant, on ne peut rien faire? Moi, vous savez, dans la vie, c'est jamais ou tout noir ou tout blanc. Les questions d'immigration sont des questions complexes. Le droit de l'immigration est un droit complexe, avec un poids considérable des jurisprudences européennes. Donc, il faut s'adapter. Le droit actuel n'est pas complètement satisfaisant. Gérald Darmanin avait entrepris de le modifier, et avec succès. Il a levé, par exemple, un certain nombre d'obstacles à l'éloignement. Et on a vu dans les résultats de l'année 2024 qui ont été publiés il y a 2 jours que le nombre des éloignements effectifs est en progression. Et nous le devons, sur ce point précis, à la loi qui a été votée l'année dernière, proposée par Gérald Darmanin et amendée, vous vous en souvenez, par le Sénat, notamment à l'initiative de Bruno Retailleau. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même, j'allais dire, ça se fait à deux, c'est-à-dire que les relations que l'on a avec les principaux pays de départ, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et ensuite des pays d'Afrique subsaharienne, il faut avoir de bonnes relations avec ces pays pour que, précisément, il y ait une meilleure coordination des flux. Avec l'Algérie, vous pensez qu'en ayant une relation bien pire que celle qu'on a aujourd'hui, on obtiendra des résultats ? C'est vrai que les relations avec l'Algérie sont politiquement tendues, mais je vous invite à relire les résultats des statistiques qui ont été publiés il y a 2 jours. Le nombre des éloignements a progressé de plus de 25% en 2024 par rapport à 2023. On partait de très bas. Et quand on décompose par pays, la progression a été de 50% pour le Maroc, de plus de 40% pour la Tunisie et de 17% pour l'Algérie. Donc vous voyez que même avec un pays avec lequel les relations sont politiquement tendues... C'était les départs aidés aussi, hein. Mais attendez, moi, j'ai été secrétaire général du ministère de l'Immigration il y a quelques années. C'est un métier où il faut faire preuve de pragmatisme. Donc si on peut aider à l'éloignement,
il faut pas rechigner. On peut le faire. Et la part des retours aidés n'est pas négligeable. Vous parliez de l'Algérie, les relations. L'obligation de quitter le territoire français, l'OQTF de l'influenceur algérien a été donc annulée hier par le tribunal administratif. La justice française avait déjà suspendu, d'ailleurs, son expulsion. 2 questions, rapidement. C'est une humiliation, un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Et deuxième question, est-ce que pour vous, il faut changer la loi sur les OQTF ? Alors, 2 réponses rapides. D'abord, quand on est au ministère de l'Intérieur, il faut avoir le cuir dur. Et donc, ce qui s'est passé hier, avec la remise en liberté et l'annulation de l'OQTF, c'est ce que j'appellerais une péripétie contentieuse. La procédure se poursuit. Le premier jugement qui a annulé l'expulsion en urgence absolue, a dit expressis verbis que le comportement de l'intéressé sur notre territoire justifiait une expulsion. Donc ça veut dire que le ministère de l'Intérieur va poursuivre la procédure. Il y a ce qu'on appelle une commission d'expulsion qui donne un avis, qui est consultatif, qui va être réunie d'ici la fin du mois de février. Moi, je vais vous dire, on ne peut pas troubler impunément l'ordre public lorsqu'on est sur le territoire français. Je rappelle que l'intéressé, outre les condamnations dont Bruno Retailleau a fait état hier soir, l'intéressé a commis un appel à la violence qui est en soi répréhensible, qui constitue un trouble à l'ordre public, et de surcroît, il l'a fait contre une personne qui, semble-t-il, est un opposant politique en Algérie. Donc il a introduit dans le débat français une question qui a trait à des problèmes politiques dans son pays d'origine. La loi, Patrick Stefanini, la loi, faut-elle la changer ? Faut qu'elle soit changée. On ne change pas la loi tous les 4 matins. S'agissant du cas de cet influenceur, le ministère de l'Intérieur va poursuivre son action. L'objectif, c'est qu'il quitte le territoire et la procédure d'expulsion normale doit nous le permettre. Merci d'être venu dans le 6-9 ce matin, Patrick Stefanini.